Jackie. À toi. Tiens. Allez. Allez, prends la petite bûche. Facile. Bon, allez. Maintenant, c'est les soldes. C'est la dernière semaine. Ouais. Donc, tous les jeux qu'on a là, ils prennent plus 10%. Ouais, Donc, ok. genre, par exemple... genre celui-là, tu vois. Ah mais non. T'es fou. Fais faire tomber. Ok, ben je sais pas, moi... Ah, celui-là. Non, pas Alma Mater. Encore Non. Non. Fais voir. Fais voir. Voilà. Je sais pas, moi... Ah bah tiens. Yak. Non, il est trop mignon. Pas Yak. Il y a des yaks dedans, et des Non. bébés yaks. Non. Il y a des bébés yaks. Bon, celui-là. Ah non, pas Cora. Oh non. Pas sérieux. Je sais pas, moi... Ah, voilà, j'ai fait tomber. Ah, je sais. Ah, il est dur celui-là. Celui-ci. Non. Mais non, Ah non, ah non. non, non, C'est pas possible, ça. arrête là, oh. Ça perd l'hypopète. Et coucou, bienvenue dans cette Salut, vidéo salut. du vendredi. Ça y est, ils sont tombés, ils sont là. Ce sont les nommés pour les différentes catégories des As d'Or 2023. Oui. On a envie de vous en parler, c'est normal. Et donc bah, on commence de suite. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. C'est Bah, ton allons-y. côté Alex, avec la catégorie enfant. Tout était préparé. Alors, trois jeux enfants, franchement, avec des âges complètement différents. Déjà, Flashback Zombie Kids. Yes. Surprise, il est Ouais. arrivé tranquille, il s'installe, il est nommé à l'As d'Or. Franchement, très Bien très joué, cool bien joué. pour un jeu d'enquête, très très sympa. On va avoir, pour les plus jeunes, c'est à partir de 5 ans si je dis pas de bêtises. Donc tout ça à fait. c'est 7. Ça c'est 7. Tout à fait. Ça c'est... Ça c'est à partir de 5 ans. 5. La planche des Je pirates. suis bien content, il était Ouais. dans mes pronos. Ouais. C'était un peu l'outsider que les gens pressentaient. Ouais. Tout à C'est fait. ça, bon, Outsider, mais c'est de Flying Games, mais c'est vrai que on en a moins parlé que les autres jeux. Ouais. Notamment que par exemple la colline au feu follet ou que les clés magiques. Et du coup, c'est vrai que c'est une bonne surprise. Mais il y a la colline au feu follet qui s'installe petit à petit. Non, petit à petit, il est carrément Il est installé. venu, il a fait... Il a fait un très joli Noël. Ça ne surprend personne qu'il soit Non, nommé. de toute façon, il Absolument avait été nommé au Spiel. Je puis l'enfant, ouais. Voilà. Donc pourquoi pas le voir dans les As d'Or. pas. Futur jeu aux multiples récompenses, peut-être. Incroyable. c'est En tout cas, clair. ce qui est très chouette, c'est qu'on n'a aucun jeu qui peut se comparer déjà dans la gamme enfant, C'est je vrai. trouve. Voilà. Il y a ces deux-là qui sont à partir de 5 ans, Une mais à belle part ça, variété, effectivement. la mécanique est très différente. Très très cool cette section enfant. Ouais. Ok, allez, on fait de la Allez. place parce qu'il y a encore plein de choses à Oui. vous montrer. Allez, Hop, je récupère. On n'est pas du tout organisé. Hop. Non. Hop. Initié. Initié. Mais pourquoi il y en a que 2, Alexandre? Non, il n'y en a pas que deux, enfin. Il y en a un troisième, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Turing Machine, malheureusement, n'a pas Ah. survécu à Noël. Turing Machine, il revient prochainement, très prochainement, le plus vite possible, j'espère. Il y a Challengers, qui est un coup de cœur de Jeff, un petit jeu de tournoi, de bataille à l'aveugle avec une partie de deck building en fait, hein, Oui. en somme. Un jeu qui est vraiment pensé pour jouer à nombreux, un jeu Ouais. d'ambiance et de stratégie, en somme. Et nous avons, Alice is missing. comme je suis heureux à nouveau, et Alice également, Ouais, je suis même un peu frustrée parce que ça fait 8 mois que je suis censée y jouer avec mon groupe d'amis. voilà, et que moi je te nargue parce que moi j'y ai joué. et c'est vraiment bien, et je suis très heureux qu'un jeu narratif, je sais pas si on peut dire jeu de rôle, si, parce qu'on joue des personnages, mais Un peu. je me mouille pas trop, je dis narratif, même si, enfin moi je le considère comme un jeu de rôle. Et surtout, un ovni, comme ça, de par sa thématique, de par ses mécaniques, quel plaisir de voir ça nommé, waouh. Oui. Mais en ovni, vraiment dans cette catégorie, il y en a 2 qu'on voit à peine ici, mais Turing Machine, ovni du Aussi, ouais. futur. hein. Complètement, Challenger ça a aussi son côté un peu inattendu, C'est quelque vrai. part, même si il faut avouer que Turing Machine et Alice is Missing, c'est clair que c'est un petit peu lunaire, enfin en tout cas dans cette catégorie là c'est pas le genre de jeu auquel on est habitué, et c'est ils vrai. ont totalement leur place, tous. Hop. Allez, on enchaîne. Ça, c'était les initiés. Oui, Très sympa. et maintenant... Là, on arrive à la meilleure catégorie du monde. La meilleure sélection de tous les temps. Ouais, la plus lourde surtout. Comment on était heureux avec Alex quand on a vu ça, parce que c'est 3 jeux qu'on a vraiment beaucoup aimé cette année. Ah oui. Et auquel j'ai pu jouer, parce que c'est rare en fait de jouer à tous les jeux Et experts. Carne... Carnegie.
Carnegie. On le prononce à l'écossaise parce que le monsieur a des souches écossaises. Grâce à vos commentaires, on a pu un petit peu s'aiguiller et mener l'enquête et avoir toutes ces informations. Merci à vous. Là aussi, c'est 3 jeux que j'avais mis en prono, donc je suis vraiment très heureux. Oh bah, Ça change rien, enfin ça fait toujours plaisir. il y a ma tête sur Fédération. Fédération, que s'il n'y avait pas ta C'est tête, il y marrant. aurait probablement la mienne. Il y a la tête aussi sur la tranche de Sur Arc Nova. Et on s'est un petit peu battu pour mettre notre tête sur Ark Nova Ah bah, bien également. sûr. Il a gagné. Waouh. 3 Trop belle. super jeux, 3 jeux relativement exigeants. Encore que bon, on avait plus gros, mais relativement exigeants. En fait, c'est le genre de jeu où les règles sont pas non plus monstrueuses. Alors ça reste quand même du jeu expert. Hein. Ah oui. Il n'y a pas 4 pages de règles. Mais une fois qu'on a les règles, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de C'est possibilités. De toute façon, c'est ce qu'on aime dans les jeux experts. Avec 3 thématiques extrêmement différentes. Oui. Et je ne sais que dire de plus, si ce n'est que je suis très content. Ouais, tout à fait. Bah franchement, là, on a combo de cartes, progression de pistes et placement, gestion d'ouvriers. Ouais, C'est- il se passe plein de choses, hein. Il se passe plein de choses. Ouais, alors là, je les résume. c'est chaud, dans les mais- 3, il se passe énormément de Mais c'est choses. super, hein. Franchement, ils sont vraiment géniaux. Cette catégorie expert, elle est géniale. Moi, je suis super content de la sélection. Joueur expert, si vous n'y avez pas joué, mais envoyez-vous dessus, quoi. Mais l'année dernière, c'était pareil. Hein. Les 3 nommés étaient juste. Iki, Dune et Narak, c'est ça. Voilà. Moi, franchement, n'importe lequel, Attention, ça pèse. je suis refait. Oui. Et là, on arrive du coup à la dernière catégorie, donc la catégorie As-d'or. As-d'or tout court. As-d'or tout court. Tout public, on va dire, mais tout court. On a petit district noir. Petit jeu à 2, minimaliste, premier jeu de Spiral Edition, un jeu dont les auteurs sont japonais, un jeu de prise de risque en Ouais. fait. Hein, tout Et de simplement. collection. De collection de cartes. Tout Voilà. à fait. Très, très cool. Très, très fluide, très minimaliste. C'est Voilà. lequel le deuxième là celui-là Quoi Il a dit c'est Acropolis, mais Acropolis c'est pareil. Il a pas oui, survécu à là, Noël. lui. Par contre, Acropolis il revient très très vite. Ah bah j'espère bien. Voilà. Ouais. Et forcément en force parce que nous en tant que vendeurs quand Ah même, ouais. c'est notre métier avant tout, le ludicaire, et bien il faut qu'on assure parce que et je n'ai aucun doute que Acropolis va très bien marcher et c'est tant mieux parce que vous l'avez vu probablement dans les vidéos coup de cœur, moi j'ai adoré Acropolis, je trouve que c'est vraiment un super jeu et bravo Jules Messot une fois de plus. Ouais. Et le petit dernier, Ah, ça c'est le vrai, outsider. ouais, voilà. Il y en a souvent un, celui-ci ne ment pas. Personne l'a vu venir. Non, vraiment pas. Moi, Il sort cette semaine. la plupart d'entre nous ne savions pas qu'il existait, Non. tout court. Ouais. Effectivement, là, c'est normal, la sortie se fait sur le fil. Du coup, on y a joué, forcément. Et waouh, on s'est marré en vrai. En vrai c'est très drôle. On n'en attendait Franchement, rien du tout. Non, parce qu'en vrai on voit District Noir, on a déjà un thème qui est très fort, on se dit voilà, Ouais. la boîte elle peut attirer. Là, Élégant. bon, est-ce que l'élégance c'est vraiment le mot? Non, je pense pas. Et en vrai quand on y a joué, franchement c'est bien marré. Moi, j'ai eu des larmes de fou rire. Alors, je suis bon public pour ce genre de jeu, de toute manière. Le fait qu'on ait une mémoire catastrophique, toi et moi, Oula. ça aide. Voilà. Donc, toi, tu sais sûr que tu gagneras toujours contre nous. Oui. Ouais, c'est vraiment drôle, différents niveaux de difficulté. Là, c'est l'outsider. Qu'est-ce que c'était inattendu aussi. Ouais. Mais le fait d'y avoir joué, fait que finalement, je suis bien content qu'il soit là. Parce que Oui, à la base, on on a allait. passé un bon moment quand On même. n'allait pas, même pas particulièrement le tester à la base parce que bon, on nous a envoyé ça, on était genre oui, Oui. why not, on a plein d'autres jeux à jouer. On verra. Que C'est il dit quand était on pas aura dans le temps. notre priorité. Puis on l'a vu au nommé, on s'est dit bon, on va quand même le tester pour savoir ce que c'est. Bon, on a testé ce midi et ça a marché, hein. On a fait jouer tout le monde, tous les gens qui sont venus, qu'on connaît un peu à la boutique, avec Fanny, avec tout le monde. Voilà, l'habit ne fait pas le moine, hein, très clairement. C'est vrai que C'est ça. de look, il paye vraiment pas de mine. Moi, Stijo. la boîte n'aurait jamais attiré mon attention, si ce n'est ce magnifique rose fluo, fuchsia, je sais pas comment on dit. Mm. Et je pense qu'on va vous expliquer les règles du coup. Ouais, carrément. C'est parti. That's Not a Hat, un jeu à partir de 8 ans pour 3 à 8 personnes, pour des parties de 5 minutes, un quart d'heure, ça dépend un petit peu de vous. C'est un jeu de Casper Lapp qui a fait Magic Maze et un autre jeu que vous allez découvrir ce soir. C'est un jeu qui est simple comme tout, il brille par sa simplicité, mais alors là d'une puissance incroyable. Nous avons des cartes représentant des objets, des choses, parce que des fois il y a des animaux, notamment on voit ici un chat avec des illustrations en noir et blanc, hop là. Ici j'ai fait une mise en place pour 3 personnes, il y a donc 3 cartes, donc on va dire que Alex tu as cette carte, le chat, Alice va avoir le piano, moi j'ai la part de pizza. On va commencer, il va y avoir un premier joueur qui va prendre une carte comme ceci, il s'agit hop là de la brosse à dents. Je la retourne, j'ai désormais 2 objets. Et bien quand j'ai 2 objets, c'est très simple. Hop là, je vais tout retourner. Et le plus vieux, donc à savoir celui-ci, parce que le plus récent est en haut, je vais le passer dans le sens de la flèche. Hop là, je le propose à Alice sur le côté et je lui dis Alice, tiens, ceci est une part de pizza. Là, elle peut me dire, oh non, c'est pas une part de pizza, là, tu m'embrouilles, tu dis n'importe quoi, tu te rappelles pas du tout de ce que tu m'offres. Elle peut dire, bon ben ok, elle prend ceci. Pas une part de
de pizza. C'est pas une part de pizza, Alice? Non. T'es sûr? Pourtant, c'est une part de pizza, Alice. Non. Pas de bol. Que se passe-t-il? Alice s'est trompée, elle va prendre la carte devant elle, hop là, comme ceci. Elle est hors jeu, hein, cette carte, on va pas jouer avec. C'est simplement une pénalité. Et en fait, dès qu'il y a une personne qui va avoir 3 cartes, la partie s'arrête. Du coup, là, Alice, que fait-elle? Elle reprend, elle va prendre un réveil comme ça, qu'elle met. Donc on monte bien tout le monde, hein, là, c'est un réveil, hop là. Et puis son ancien cadeau, c'est un piano. Elle regarde le sens de la flèche. Hop là, tiens Alex, c'est un piano Alex. Il va dire ouais ok c'est bon, c'est un piano. Hop là, il retourne sa carte. Tiens Alice, c'est un chat. Et puis là Alice, du coup, elle a cette carte là. Elle va l'offrir dans le sens de la flèche à moi-même. Et elle va me dire tiens Antoine, c'est un scaphandrier. Parce qu'elle se rappelle pas du tout ce que c'est. Et on vérifie. Et pas du tout. Pas du tout, c'était un réveil. Voilà. Quand on regarde comme ça, on se dit mais c'est simple, il suffit de se rappeler les cartes. Enfin, oui, c'est ce qu'on dit. C'est pas compliqué. On t'a donné un objet, il y a une trentaine de secondes, normalement, tu t'en souviens. Eh bien, croyez-moi, mais que pas du tout, mais alors du tout. Et ce jeu vous met face à vos faiblesses. Ouais. Bon, alors surtout quand il y a des cas comme Alex et moi, mais je pense que Alice, si elle n'était pas face à deux nuls, finirait par craquer à un moment ou à un autre, parce qu'on va pouvoir cumuler les cartes. Il y a différents niveaux de difficulté. Je rentre pas dans le détail des règles parce que c'est pas l'intérêt. Et évidemment, quand vous ne savez pas ce que c'est, vous allez bluffer. Quoi. Et vous allez dire un mot qui a déjà été entendu autour de la table récemment. Et dans le doute, ça passe et ça lance des crises de fou rire. Et c'est fou parce qu'avec très peu de choses, c'est magique, ça marche tout seul. Donc, je vous le répète une fois de plus, c'est une bonne surprise. C'est That's Not a Hat. Alors, je précise juste que on va les recevoir la semaine prochaine. Oui, tout à fait, on le redit. Si on ne vous a pas montré la belle pile, c'est juste qu'on les a pas là au moment où on tourne la vidéo. Mais si vous passez à la boutique ce week-end, on n'en aura pas. Si vous passez la semaine prochaine, on en aura. Après, on peut faire des réservations. On peut faire des réservations, surtout ne vous en privez pas. Petit jeu d'ambiance bien sympathique. On a eu une autre surprise. Oui, une autre bonne surprise, un jeu qui nous a déclenché des vrais rires, et Alex va vous le montrer de suite. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Regardez, Here to Slay. Regardez, au revoir Alex plus Alex. Et non, c'est moi qui explique Here to Slay parce que c'est un jeu trop mignon. Voilà, non, c'est aussi un bon jeu, mais il est très mignon et c'est un bon argument pour moi. C'est vrai que tu es la préposée au jeu mignon. Tout à fait. Donc, Here to Slay, ça veut dire ici pour assassiner, tuer. Eh bien, c'est un petit jeu par le studio de Unstable Unicorn qui faisait déjà ça. Voilà, Unstable Unicorn. Exactement. Déjà des petits jeux un peu. Je trouve que c'est un peu les concurrents de Exploding Kittens. Dans ces jeux un peu loufoques, drôles. Mais eux, ils rajoutent le mignon dedans. Et ça va être une sorte de le nouveau Munchkin. Le Munchkin 2023. Parce que vous allez retrouver ces sensations de on essaye d'atteindre un objectif et dès qu'on voit qu'un adversaire il est pas loin de l'objectif, tout le monde va le massacrer. Et voilà, c'est un jeu où on va se massacrer les uns les autres tout en essayant d'accomplir son objectif. L'objectif, eh bien, c'est soit d'assassiner 3 monstres qui sont ici au cours de la partie, soit de réunir les 6 classes du jeu qui vont être en fait les couleurs des héros et de votre chef de groupe que vous allez croiser dans le jeu. Donc voici le récapitulatif des 6 classes, comme vous voulez. On va tous commencer avec un chef de groupe. Ils sont tous différents, ils ont tous une carac de base, enfin une classe de base et leur petit pouvoir assigné. Déjà ça c'est cool, et en plus petit twist, vous pouvez aller sur leur site et soit en imprimer d'autres encore plus originaux, soit vous les faire vous-même. Voilà, je te rappelle, il y avait Poisson Pané, c'était une étoile sur le dos d'un requin qui avait une bouteille de ketchup et une bouteille de mayo. C'est beaucoup trop cool. Okay. Voilà, donc petit twist. On revient au jeu. Comment on va faire? Eh ben, on va jouer des cartes tout simplement. Vous allez avoir des cartes en main, on va avoir plusieurs types de cartes. À votre tour, vous avez 3 points d'action que vous allez pouvoir répartir comme vous le voulez. Et chaque action va coûter plus ou moins de points. Par exemple, une action possible qui coûte qu'un seul point, c'est piocher. Ici. Et ou jouer en gros une carte de votre main. Une carte de votre main que vous allez mettre devant vous. Si c'est un héros, donc que ça a un cadre comme ça de couleurs, déjà vous voyez le héros va appartenir à une caste, va avoir un nom très très cool, voilà, un ninja, et va avoir un pouvoir que vous allez pouvoir, si vous voulez, activer dès le moment où vous le jouez devant vous. Le pouvoir est la petite ligne qui est en dessous et il va avoir une valeur à atteindre minimum pour pouvoir activer sa capacité.
les dés que nous avons ici, qui sont magnifiques, vous les lancez les deux en espérant activer le pouvoir, donc en ayant minimum 10. Est-ce que là j'ai 10 ? Oui, j'ai 10 là. Oui, c'est bon, tu as un 10 minimum. Voilà. Pourquoi 10 ? Parce qu'il y a un petit 10 plus sur ton ninja. Exactement, et ça c'est un 1. Voilà, c'est une corne. C'est une corne de licorne, c'est un 1. Et donc, je vais pouvoir activer son pouvoir qui est choisissez un autre joueur, volez un héros de son groupe et prenez une carte dans sa main. C'est une saleté ce ninja, même s'il est très mignon. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, il vous reste encore 2 points d'activité, de points d'action. Vous pouvez encore une fois piocher, encore activer, etc. Vous pouvez activer une autre de vos cartes, pas juste après avoir joué. Et autre action possible, vous avez, grâce à ce super récap de tour, la possibilité d'attaquer. Et oui, vous souvenez, une des manières de gagner, c'était d'attaquer les monstres ici. Et bien pour 2 points d'action, vous pouvez en attaquer un. Vous avez des prérequis pour les attaquer, vous avez ici leurs conditions. Pour attaquer celui-ci, il faudra avoir un héros violet, donc mage devant vous, minimum, et un héros n'importe lequel. Voilà. Quand vous avez ce prérequis, vous lancez vos 2 dés et vous allez essayer d'atteindre ce minimum-là pour tuer le monstre et le prendre devant vous. En plus, il vous apporte un petit bonus. Mais si vous n'atteignez pas 4 ou que vous faites moins, eh ben vous allez avoir un malus. Ici, c'est défausser 2 cartes. Il y en a un autre, c'est sacrifier un héros. Des choses comme ça. Et si vous faites un score entre 4 et 8, bah, il se passe rien, vous avez juste perdu vos points d'action. Heureusement, dans la partie, vous aurez aussi des cartes objets que vous pourrez associer à vos héros qui vont vous donner des bonus, soit de combat, soit vous pouvez piocher plus. Vous avez aussi des objets maudits que vous pouvez refourguer aux autres joueurs et qui sont très chiants. Hein, Alex m'a saoulé avec ça. Vous avez aussi des cartes trucage que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment de votre tour ou celui d'un autre. Ça peut un peu glitcher votre résultat au dé. Par exemple, là, j'avais pas fait assez à manger, hop, je fais un +2. Ou alors j'avais pas envie d'atteindre ce palier, je fais un -2, ou alors je le mets sur quelqu'un qui avait atteint pile le palier pour défoncer le monstre. Et ben non, -2, comme ça tu sacrifies ton héros parce que tu n'as pas réussi ton monstre. Voilà. Et enfin, normalement, voilà. Les défis, 3e type de carte. Les défis, eh bien, vous pouvez l'utiliser quand un adversaire tente d'utiliser une carte, soit héros, soit objet, soit magie. Magie, c'est une carte à effet immédiat que vous défaussez après. Et en gros, vous la jouez et vous allez lancer les 2 dés. Et puis, ça va être à votre adversaire que vous avez défié. S'il fait un résultat égal ou supérieur à vous, et bien vous avez le droit de faire il a le droit de faire sa carte. Par contre, s'il vous bat, alors que vous l'avez défié, non, c'est l'inverse. S'il vous bat, il fait son pouvoir, et si vous le battez, il défausse sa carte, en plus de ne pas pouvoir faire l'effet. Donc voilà, en gros, vous allez essayer de contrecarrer ses plans. À part ça, voilà, vous avez fait le tour. Si une dernière action possible qui vous fait en fait passer votre tour, c'est que vous défaussez toutes vos cartes et que vous en repiochez 5, parce que vous n'aimez pas votre main ou des choses comme ça. Ce qui est génial donc, à part le fait que ce soit très simple à prendre en main parce que c'est une ligne de texte à lire par carte, vous avez des designs trop ouf, ça c'est les chefs de groupe, vous les voyez, ils sont oufissimes. Le fait que ce soit asymétrique, parce que chacun a son petit chef avec son pouvoir, chaque monstre est très bien, et en vrai il y a beaucoup de chances de dés, de ce que vous allez piocher, mais il y a aussi des combos très sympas à faire. Par exemple, Alex avait fait un bon combo de trucs qui font piocher. Genre, si il combat un monstre, il pioche, mais s'il utilise un gars, il pioche aussi, et à un moment, il avait genre 20 cartes dans sa main, et du coup, il avait plein de possibilités. Alors que Antoine et moi, on n'arrêtait pas de se voler des cartes l'un l'autre, et du coup, on était souvent avec genre une carte en main, on pouvait rien faire, c'est tout pourri. Donc voilà, vous avez une belle alliance entre un peu de contrôle de stratégie et de pur hasard, et à vous taper dessus de manière très mignonne. Ouais. Je laisse la main à Alex. Allez, c'est parti pour cette grosse vidéo parce qu'il y a pas mal de jeux cette semaine. Oui, mais je suis très content. Bonjour, bonsoir, bonne chose. Je dis très vite parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais j'étais coupé. Ici, on a reçu Shogun no Katana. Shogun no Katana, c'est un jeu de Federico Randazzo et PS Martensen, et c'est illustré par Giorgia Lanza. C'est édité par Placentia Games et c'est distribué en France par Atalia. Et ils me font très plaisir, Atalia, en distribuant Shogun no Katana, parce que c'est un jeu que j'avais déjà vu, je crois qu'on l'avait vu à Cannes. Pour la première fois à Cannes, tout à fait, ouais. On l'avait vu à Cannes, après on l'a revu à Vichy, et moi déjà ce thème, mais je l'adore, je trouve ça vraiment génial. Alors je suis vraiment désolé dans l'explication parce que je vais pas utiliser les termes qui sont donnés, ils utilisent des termes comme la petite maison qu'on a là, la forge, il y a une espèce de nom donné pour typiquement la petite maison qu'on a. D'accord, il y a plein de noms en japonais voilà, en fait. Quand vous prenez des bannières, c'est pas des bannières, c'est un autre terme que j'ai pas retenu. Les daimyo par exemple, quand vous allez faire des commandes de sabre en gros, et vous avez fait des commandes pour les daimyo.
Donc il y a plein de termes comme ça, donc je suis désolé, je ne les ai pas tous retenus. L'idée en fait dans ce jeu, c'est que ça va être un peu du placement d'ouvriers, du gestion de ressources, c'est un petit peu côté casse-tête. Et j'adore cette thématique parce qu'en fait, nous on forge des katanas et on essaye de forger le Shogun no Katana, donc le katana du Shogun. Et c'est un katana ultime en fait qui est super bien travaillé, mais qui demande beaucoup de travail, beaucoup de ressources. Et ici en fait, on a donc dans la mise en place un plateau principal où il va y avoir plein de choses dessus, c'est là où on va placer nos ouvriers entre autres. On a notre petite maison personnelle, donc ça c'est le plateau que chaque joueur va avoir devant soi avec sa forge. Donc là c'est le plateau qui regroupe les ouvriers et les différents katanas qu'on va placer dans notre chambre. C'est un autre terme, mais comme j'ai dit, je ne sais plus comment il s'appelle. Et ici c'est notre forge, où en fait on va, avec des tuiles ici, représenter la forge du katana, avec les différentes ressources dont on aura besoin. Donc ici de la laque, du bois, du fer et ici du cuir. Ok. En gros, c'est un jeu qui va durer 4 manches qui sont rappelées ici. Et à la fin de la 4e manche, celui qui a le plus de points l'emporte. Les points, c'est souvent les petites roses qu'on a ici. Nous, au début, on a 4 ouvriers. Et au début de mon tour, je peux prendre un ouvrier et le placer sur l'une des actions du plateau. Alors, je vais toutes les faire plus ou moins en vrac très rapidement. Ici, vous aurez la possibilité importante de récupérer des ressources moyennant de l'argent, avec des cartes ici qui pourront vous aider aussi à comboter. Il y a à manger dans les ressources quand même, ça c'est très important. Oui, non, il n'y a pas vraiment. Ça c'est pas à manger. C'est de la laque. C'est de la laque. Ouais, c'est pour faire. Ouais, je dois avoir la dalle un petit peu. Oui, je pense, oui. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Ici, vous aurez la possibilité de placer ces petits personnages-là qui ont aussi un nom. Hein, voilà. Alors, on précisera qu'en termes d'édition, c'est ultra léché, c'est magnifique, parce que là, ce que vous avez, c'est pas une version ultime Kickstarter que je vous montre, que j'ai acheté moi-même. Non, non, c'est le jeu que vous allez pouvoir acheter. C'est vraiment pas cher pour la qualité des figurines, et tous vos ouvriers en plus sont de postures différentes, donc c'est vraiment magnifique. J'adore l'édition de ce jeu. Donc ces petits bonhommes là, on pourra les positionner sur différentes tuiles, et quand au fur et à mesure je place des personnages, je peux en placer jusqu'à 3, et bien en fait quand je place un ouvrier ici, j'activerai toutes les tuiles où j'ai un petit bonhomme dessus, et du coup vous voyez il y a plein de bonus différents, mais que je ne vais pas vous expliquer en détail parce que ce serait beaucoup trop long. Ici on va avoir l'endroit où on fait les commandes, donc c'est ça en fait l'action la plus importante, c'est que quand je place un ouvrier ici, je choisis l'un des katanas à forger, je récupère immédiatement l'argent, parce qu'en fait les daimyo payaient à l'avance la commande qu'ils faisaient, donc là c'est représenté par le fait que quand je prends celle-ci, c'est pas facile à forger, vous verrez par rapport aux ressources, je vous explique ça tout à l'heure, mais par contre je reçois directement 6 d'argent, donc ça me permet déjà d'aller chercher notamment les ressources dont j'aurais besoin pour forger le sabre. Quand je récupère un sabre ici, je récupère également le drapeau du daimyo, donc c'est pas un drapeau, c'est pas une bannière, c'est un autre nom dont j'ai oublié, mais voilà, je récupère la bannière de la couleur du daimyo, il y en a 4 différentes, et il vaut mieux faire des commandes de daimyo différents, ça rapporte plus de points à la fin de la partie. Ici, vous avez un moyen justement, via les apprentissages en fait, d'améliorer des ressources. Vous verrez qu'il y a 2 types de ressources, une ressource classique et une version améliorée. Et je crois que j'ai presque tout dit. On va centrer sur la forge, parce que c'est vraiment ça le cœur du jeu. Ici, par exemple, je fais une action en posant mon ouvrier. Ici, je vais pouvoir justement récupérer un sabre. Et donc, du coup, je prends un sabre. Et donc, je prends celui-ci. Bon, j'en ai récupéré un. Et je le positionne. On va prendre celui-ci, voilà. Et je le positionne en face de la première ressource qui m'est demandée. Donc là, ici, par exemple, c'est le cuir. C'est ici. Donc, vous voyez qu'en face de chaque ligne, il y a une ressource qui est demandée. Là, j'ai encore des sabres en cours. Et la possibilité pour forger, en fait, un sabre, c'est tout simplement de prendre un de mes ouvriers, de le placer dans une ligne ou une colonne, et de pouvoir faire avancer, justement, la forge des katanas. Quand je me place, je vais pouvoir, justement, développer la forge. Donc, forger des katanas. Si je me place ici, tous les katanas qui sont dans cette rangée-là vont récupérer une ressource qui se trouve en face, donc il faut en avoir acheté au préalable, évidemment. Là, la ressource qui m'est demandée, ici, dans l'ordre évidemment, c'est le fer. Donc, je prends le fer, je le mets ici, et je l'avance d'une case sur la suite, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai rempli le fer, après, il me faudra du bois. Donc, le bois, maintenant, il sera demandé ici. Donc, après, je vais pouvoir, dans un autre tour, par exemple, faire ceci, l'avancer de 1 et lui donner le bois, tout simplement. Et au bout d'un moment, les katanas, ils vont être forgés, et quand ils sont forgés, je gagne immédiatement les points qui sont ici. Une fois qu'ils sont forgés, je vais les placer ici. Hop, de gauche à droite, de haut en bas. Ce qui se passe, c'est que plus je vais forger de katana, hop, plus je vais pouvoir débloquer d'ouvriers. Donc ça, c'est très cool aussi. Il y a un côté un peu progressif comme ça dans le jeu. Et au moment aussi où je forge, je vais pouvoir récupérer des ressources, jusqu'à 2, en fait, sur le katana. Et l'intérêt de récupérer des ressources, c'est qu'au fur et à mesure, et du coup, je vais collecter des ressources que j'utiliserai pour le Shogun no Katana. Donc ça, pareil, c'est un autre truc à optimiser. Alors, vous voyez que en fait, ici, sur la forge, des commandes, vous pouvez en enchaîner des caisses. Hein. Vous pouvez très bien en prendre
pas dans un même tour, mais sur plusieurs tours, récupérer 4 katanas d'un coup, et essayer d'agencer tout ça. Il faut faire attention parce qu'en fait, votre katana, il se déplace toujours dans la ligne ou la colonne, et il avance en fonction de ce qui lui est demandé comme produit. Donc si jamais il y a un moment où vous ne pouvez pas, parce que votre katana il doit avancer mais il y en a déjà devant, bah c'est foutu, vous ne pourrez pas le faire. Donc il faut essayer d'optimiser, il va falloir essayer d'agencer tout ça au mieux pour répondre au mieux à vos commandes. Donc faire trop de commandes, c'est pas mal parce que ça vous permet de gagner de l'argent et du coup d'avoir beaucoup de ressources. Par contre, ça vous donne un vrai casse-tête à ce niveau-là. Ça c'est vraiment la grosse partie de Shogun no Katana. Vous voyez qu'en fait ici vous avez des gains. Et ça en fait c'est en fonction de où il arrive, il va vous rapporter également des pièces en plus par rapport à la commande que vous aurez faite. J'avais dit que je parlais des ressources améliorées, je ne sais pas si vous l'avez vu sur celui-ci, mais là on avait ça et ça, voilà. Ici en fait on voit que le fer, vous voyez, il n'est pas pareil que celui-ci. Okay. En fait, entre temps, le joueur il a fait une action d'amélioration et ça permet de récupérer notamment des points de victoire supplémentaires quand on améliore des ressources. Okay. Dans le jeu, vous avez les ressources de base et les ressources améliorées. Attention, on ne peut pas améliorer 2 fois la même ressource. Donc là, à la limite, je pourrais améliorer un de bois et un de lac, mais je ne pourrais pas améliorer 2 de bois, c'est pas possible. Ici, vous voyez qu'on a une petite bannière. Alors ça, c'est la première tuile qu'on récupère lors de la mise en place. Mais ici, vous voyez, j'ai pris une bannière bleue. Mais quand j'ai récupéré mon sabre, il fallait que je récupère la bannière de la couleur du daimyo en question pour le mettre dessus et indiquer de quelle couleur c'est. Pourquoi ? Parce que quand je vais remplir mes commandes, une fois que le daimyo est récompensé, enfin est livré, pardon, on va placer les bannières ici et en fait ça va me faire des points en fonction des différences. Plus j'ai de différents, plus je marque de points. Il te faut des points de variété. Alors ça m'empêche pas forcément de faire des daimyo, des livraisons à des mêmes daimyo, c'est juste que ça va s'empiler et ça va pas faire forcément plus de points. Voilà à peu près pour Daimyo. Le dernier point que je vais ajouter pour les petits joueurs, on va dire, de placement d'ouvriers avec ces petites subtilités, c'est qu'on a des personnages un peu spécifiques. Chacun va avoir 2 moines. Et les moines, en fait, on peut les utiliser pour faire la même action plus. Donc ça, c'est très cool parce que parfois, plutôt que de placer un ouvrier classique pour faire l'action de base, on va utiliser un moine pour faire une action plus. Voilà, je suis désolé, je ne suis pas rentré dans toute l'iconographie des cartes, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Non, mais c'est bien, ça me donne un bon aperçu. J'y ai pas encore joué. Tu m'as donné envie là. Hein, je vous avoue que ce jeu-là me botte à fond et je vais y jouer la semaine prochaine puisque je serai en vacances et je vais profiter pour jouer à Shogun no Katana et à un autre jeu qu'on va vous présenter très prochainement. Je ne sais pas si on va enchaîner avec Alice ou si on va enchaîner comme ceci. C'est la guerre, pépère. Voici Braise 1341 qui a essayé de me tuer comme tout breton devrait le faire, tuer des gens qui ne sont pas bretons ou qui veulent pas boire du Braise Cola. Attention, c'est très très bon le Braise Cola. Je divague. Tout ça pourquoi ? Parce que c'est un wargame que j'ai pas grand chose. On te fait confiance, Alice. Alors, Braise du coup 1341, et ben ça se passe en Bretagne le 30 avril 1341. Voilà, alors là je triche, c'est Jean de Bretagne, Jean JJJJ de Bretagne qui meurt et après il y a 2 gars qui s'affrontent en gros. Pour prendre le contrôle de la Bretagne comme tout bon breton. On veut bientôt ce sera la France entière annexée, on est d'accord, on est tous en fait en Bretagne, hein. La France on est des bretons en fait. Oh bah c'est pas Alex qui va dire le contraire. Non. Je pense que c'est Jean 3, hein, pas Jean JJJJ, ce serait bizarre. Ah bah alors 3 il est bizarre. Hein. Ouais mais c'est un 3 breton. C'est comme J.R.R. Tolkien, j'en peux plus. Sinon c'est un jeu de cartes, en vrai c'est un jeu de cartes où vous allez essayer de vous affronter sur différents plans en construisant des forteresses mais en alliant aussi, en s'alliant avec des grandes personnes et personnalités de l'époque. Tout est historiquement documenté. Comme toujours dans les jeux du studio Chakos qui ont déjà fait Border States et Saladin, qui sont aussi les 2 petits jeux. Ah oui, ok. Et oui, 2 petits jeux à 2 qu'ils essayent de faire le plus petit mais aussi rapide et minimaliste tout en étant historiquement documenté et donc pédagogique. Voilà, on va dire. Vous pouvez apprendre des trucs comme moi, hein. Je savais même pas qu'il y avait une révolution en 1341 en Bretagne. Et, pardon monsieur Breton, du coup il va falloir recruter, construire des forteresses et influencer le cours de la bataille pour assiéger aussi les châteaux adverses. On va faire un certain nombre de manches qui sont les années et à la fin on va voir qui a le plus qui domine le plus de territoire, qui a le plus de châteaux et de partisans dans la Bretagne et il en deviendra donc le nouveau duc. Voilà. Maintenant, Vendée militaire, 1793-1794, pareil. Jeu à 2, il y a une variante pour jouer à 4, 2 ou 4, pas 3, 2, 4.
Là, c'est une révolte populaire. Alors, c'est entre les bleus et les blancs. C'est-à-dire qu'il y a les jacobins, il me semble, et les gens plutôt de la République. Voilà, donc il y a les populaires et les jacobins. Si je me trompe pas, désolé Jeff, je dois forcément me tromper. Et donc c'est un jeu d'affrontement où vous allez essayer en 3 à 6 manches, vous affronter dans une série de batailles pour essayer de récupérer en gros les hexagones et donc l'ascendant sur ces différents territoires. Et bien ça va être aussi en contrôlant des forteresses. Voilà, c'est terrain et forteresse, c'est les deux types de territoires et objectifs à contrôler. Et ça sera à la fin de ces 3 ou 6 manches, en fonction du nombre de joueurs qu'on va désigner, qui est le grand gagnant. Ok, Voilà. waouh. Mais moi je trouve que tu t'en es bien sorti. Ok, c'est Chakos qui fait ça. On est sur du wargame qui, dans son apparence, peut faire un peu jeu à l'ancienne. Ouais. En vérité, c'est quand même, il y a une approche assez moderne. Ça peut faire penser d'un certain côté à Twilight Struggle, dans le sens où c'est ce qu'on appelle card driven. Donc ce sont des cartes, ce sont les cartes qui font tout, mais en plus minimaliste quand même. Donc en plus light que Twilight Struggle, forcément. Et puis là, ils ont quand même fait l'effort d'utiliser des peintures de l'époque Trop pour cool. illustrer. Et c'est stylé. Donc en vrai, cette gamme de chez Chakos, là, Histoire de France, pour les gens qui s'intéressent à des événements assez quand même spécifiques de l'histoire. C'est une belle gamme, franchement. Beau, hein. Voilà. Je laisse la main à Notre préposé Alex. des jeux experts Oui, de la c'est moi. semaine. J'en ai eu beaucoup là, donc soyez indulgents s'il vous plaît, j'en ai beaucoup travaillé. Ici, alors on est moins sur du jeu expert par contre. Caral qui est un jeu de l'auteur de Carcassonne, Klaus-Jürgen Wrede, et c'est illustré par Hendrik Nowak. Et on a pu l'avoir en France grâce au Blue Cocker. Ça c'est très cool. Hop, je vous montre un petit peu Caral, hop, ici. Caral, alors en termes de matos, pareil, moi j'aime bien présenter des jeux qui sont très bien édités. Et là pour le coup, Caral, c'est très très bien édité. On a un super beau plateau, très lisible. On va avoir plein de petits meeples partout. L'idée ici, c'est qu'en fait vous avez une grande pyramide à construire. Ensemble entre guillemets, en fait c'est une sorte de timer. En fait, dès que toutes les étapes de la pyramide sont construites, ce sera la fin de la partie. Et en fait, elle va se construire au fur et à mesure que nous on construit des pyramides autour, des toutes petites. Donc ça peut être des pyramides de 3 niveaux ou de 5 niveaux, sachant que les 5 niveaux sont plus rentables en termes de points de victoire évidemment. Et en fait, ce qui se passe ici dans cette mécanique là, vous allez retrouver un petit côté Caylus ou Caylus 1303 pour ceux qui connaissent, avec cette règle du prévôt en fait qui se déplace et qui n'active que ce qui est derrière lui en fait. Et donc là, c'est un peu le même système, si ce n'est que c'est dans l'autre sens. En fait, au début, on va commencer avec un petit plateau personnel sur lequel il y aura un petit lama qui va nous indiquer le nombre de déplacements que notre prêtre a le droit de faire. Et donc, le premier joueur va lancer un dé pour indiquer le déplacement du grand prêtre. Enfin, c'est le prêtre noir qu'on voit ici, en fait. Hein. Et ça, c'est un peu une sorte de prévôt comme dans Caylus. Et lui, en fait, il va déterminer les actions qui sont disponibles. Et donc, vous allez pouvoir vous déplacer et tomber sur différentes actions qui vous permettent d'aller recruter des ouvriers, récupérer des lamas, récupérer des cartes de ressources qui vous serviront à modifier votre déplacement, mais aussi à marquer des points de victoire, j'y reviendrai un peu plus tard sur la fin. Donc il y aura différentes actions, donc ça va se comparer un petit peu, pas du placement d'ouvriers, mais du déplacement d'ouvriers. On va se déplacer, alors les ouvriers, vous les placez dans des carrières pour pouvoir récupérer de la pierre, évidemment, et quand vous arrivez sur des lieux de construction, vous allez pouvoir y placer un ouvrier en tant que bâtisseur pour qu'il puisse payer de la pierre et établir en fait des niveaux de construction. Et ensuite, votre ouvrier il pourra éventuellement se placer sur le dessus de la pyramide pour marquer des points. Au fur et à mesure que des pyramides sont construites, du coup, il y aura des étages qui vont se succéder. Et quand le grand pâtisserie arrivera au bout du circuit, parce qu'en fait, votre circuit ici, la piste, elle est en forme de spirale, comme un escargot. Et donc, quand il arrive au bout, en fait, là, on enclenche la grande cérémonie. Et donc là, il y a un scoring qui sera fait. Et donc, le premier joueur à être arrivé, va être le grand prêtre en fait, et bah du coup il va pouvoir dépenser X ressources du même type pour gagner un certain nombre de points de victoire. Plus il en dépense, plus il va en gagner. Et les autres joueurs pourront le faire aussi, mais la contrainte c'est qu'ils sont obligés de dépenser une ressource qui n'a pas été dépensée par les autres joueurs. Donc quand vous arrivez dernier, vous êtes un peu marron parce qu'en général tout le monde a dépensé des ressources différentes et vous il vous reste plus rien, sachant qu'il y a 4 ressources différentes. Je ne l'ai pas précisé, mais les lamas vous serviront à quoi? Bah en fait ils vous serviront à augmenter votre déplacement. Attention, votre réserve de pierre ici est limitée aussi sur le plateau personnel. Donc ici, on va retrouver un jeu de déplacement d'ouvriers, de gestion de ressources, parce que attention à vos ouvriers, parce qu'ils vont vous rapporter des pierres, mais si vous en avez trop, il y a un moment, il faut les dépenser. Donc il faut gérer les pierres pour construire les pyramides. Et comme je vous le disais, il y a le choix entre des pyramides de 3 niveaux ou de 5 niveaux.
les 5 évidemment remportant plus de points de victoire. Ce qui est très très cool dans ce jeu, c'est que la base, elle est extrêmement simple, je pense, aussi accessible qu'un aventurier du rail, qu'un Catan par exemple. Mais l'avantage, c'est qu'ici, ils vous ont proposé des modules. Et dedans, il y a plein de matos, il y a plein de petites choses qui vont modifier vos règles habituelles, qui vont rajouter plus de troc de ressources, ce genre de choses. Donc voilà, je ne m'étends pas plus parce que j'ai encore d'autres jeux à vous présenter. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre de jeu qui, je pense, va faire de l'ombre à Carcassonne, parce qu'en plus c'est le même auteur, mais qui peut s'installer comme référence de jeux un peu familiaux, un peu plus, comme Catan par exemple. Voilà, Caral, je le pose ici. Si vous voulez voir le matériel, allez jeter un coup d'œil sur Insta, parce que vous avez fait des magnifiques photos. Ça vous a pris un moment, parce qu'il y a pas mal de matériel. Oui. À toi et Alice, voilà, par exemple. Et ça vaut vraiment le coup de faire un petit tour sur Insta pour aller voir ceci. Hop là, je te On laisse change poursuivre. de thématique, et pour faire plaisir à Antoine, nous sommes en l'an 2200. Oh, il y a un vaisseau spatial. Et je dirais autre chose sur le thème, mais j'ai pas autre chose en fait. Il y a un vaisseau spatial. Alors il y a une histoire Council of Shadows, il y a une sorte de conseil sombre. On va essayer d'aller essayer de choper le maximum d'énergie et de la consommer à bon escient pour que le surplus d'énergie aille à ce qu'on appelle le Council of Shadows. Oh waouh, ok. Il faut gérer un petit peu, alors j'allais dire, comme Ark Nova, le système de pistes, pas vraiment. Mais il y a un système de pistes qui va vous dire ce que vous gagnez comme énergie et ce que vous consommez. Et plus vous avez un surplus, plus vous avez un gain à donner au Council of Shadows. Et ce gain-là, en fait, va enclencher la fin de partie. Parce qu'en fait, vous avez une sorte de pion sur la piste qui est en phase 1, puis 2, puis 3. Et dès qu'un joueur atteint 3 ou plus, ça enclenche la fin de la partie. Je ne vais pas trop m'étendre sur la mécanique, parce qu'en gros, ce jeu-là va se diviser en différentes phases lors d'un tour de jeu. La première phase consiste en fait à récupérer des cartes, ici, dans une phase d'achat, qui sont des cartes d'IA en fait. Et ces cartes d'IA là, elles ont une valeur ici qui vous indique, lors d'une phase de programmation d'action, la valeur en fait d'énergie que vous allez utiliser. Et celui qui en aura le plus sera considéré comme premier joueur, puis le deuxième et le troisième, etc. Quand vous aurez généré de l'énergie, ensuite vous allez enclencher vos cartes que vous aurez programmées, vous en aurez 3, et vous les programmez de gauche à droite, et chaque carte vous octroie des actions différentes. Et on retrouve un petit côté 4X dans le sens où vous allez pouvoir piocher des tuiles qui vont indiquer des systèmes de planètes. Sur ces systèmes de planètes, on va pouvoir y placer des petits cubes pour faire quoi ? Pour faire une sorte de majorité avec des gains de points de victoire éventuellement en installant des systèmes précis dessus. Et on va pouvoir également les exploiter, ces systèmes-là, pour récupérer différentes denrées qui sont essentiellement... Alors il y avait des petites pierres argentées, il y avait de l'or, il y avait une ressource transparente. C'est 3 ressources essentielles qui en général ont un système de plus-value dans cet ordre-là. C'est-à-dire que le gris est moins intéressant que l'or et l'or est moins intéressant que le transparent. C'est un jeu du coup de programmation, de gestion de ressources, de planification d'action. Et on retrouve ce côté un petit peu 4S, comme je disais, avec toutes ces possibilités de est-ce que je me spécifie plutôt dans de la grosse surcharge immédiate d'énergie, mais pour le coup je vais avoir du mal à garder la cadence, soit du coup petit à petit je vais essayer de grignoter un petit peu d'énergie et au fur et à mesure, cette énergie, je vais pouvoir en gagner un maximum de façon à pouvoir augmenter très rapidement dans les évolutions de cartes, puisque dès que j'atteins le niveau 1 en production d'énergie, je vais pouvoir piocher des cartes spéciales, puis au 2, puis au 3, ça va enclencher la fin de la partie. Je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que c'est quand même un jeu essentiellement, on va dire, pour des joueurs avertis, il y a quand même pas mal de choses à retenir. Et en plus de ça, c'est estampillé Aléa. Et Aléa, ils ont vraiment l'habitude de s'adresser à des joueurs qui ont l'habitude de jouer, qui ont de l'expérience. En tout cas, déjà, la thématique m'avait beaucoup plu. Et en termes de matos, on est sur un prix, on est à 45 € pour tout ce qu'il y a dedans. C'est juste incroyable. Moi, je souhaiterais savoir parce que Aléa, souvent, ils sortent pas beaucoup de jeux. Surtout en France, nous, on n'en voit pas beaucoup. Et en général, ça fait très très plaisir au niveau de la qualité éditoriale. C'est toujours de très très bons jeux, mais il faut s'accrocher un petit peu. Voilà. Là, c'est vrai qu'on vient de faire 2 éditeurs, Blue Cocker, Aléa, sortent peu de jeux, mais toujours très qualitatifs. Et c'est ça, exactement. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai pris une pile de Council of Shadows et j'ai voulu en attraper, je sais pas, 4 ou 5 d'un coup. C'est vrai que ça pèse. Ce n'est pas possible. Et en plus de ça, il faut aimer la science-fiction. Mais oui, mais tout le monde aime la science-fiction. Bien sûr, qui n'aimerait pas la science-fiction. Bah attends, j'espère. Là, on change de thématique. Par contre, on reste toujours dans la qualité de jeu avec ce petit bijou qui nous vient de chez Matago. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 90 minutes. Un jeu de Cole Wehrle, trop de consonnes là, illustré par Kyle Ferrin. House Chronique d'Empire d'Exil. Alors ça, c'est ma boîte que j'ai achetée parce que j'ai craqué pour ce jeu. J'ai vu plein de choses et j'aurais aimé vous en parler pendant 1 heure, mais on n'a pas le temps. Par contre, je vais faire, comme on fait souvent, un open the box. Mais ouais, c'est pas mal. Comme on fait souvent, on fait jamais des open the box. On fait jamais des open the box. J'ai dit souvent.
Alors, pas nous souvent, mais beaucoup de gens le font. Ils ouvrent la boîte, ils disent, c'est vrai que c'est un petit peu à la mode. Il y a des règles. Voilà. Donc moi, je vais le faire aussi un petit peu pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. En même temps, je vais essayer de vous pitcher le jeu. Alors là, vous retrouvez des petits côtés route, évidemment, puisque c'est le même illustrateur. Et on a des petites mécaniques dedans qui font un peu penser aussi à route. Dans l'idée où c'est un jeu complètement asymétrique, avec une petite plus-value qui fait que la fin de votre première partie va enclencher une mise en place différente pour la partie qui la succède en fait. Donc c'est très très dynamique. C'est un jeu en fait où on va avoir un premier rôle qui est le chancelier. Le chancelier, c'est un peu pour ceux qui connaissent Route, la marquise des chats. Il commence dans la mise en place, il contrôle tout. Il n'a rien à faire des autres. Il va tout contrôler. Et les autres joueurs vont jouer des exilés. Des exilés qui, pendant la partie éventuellement, pourront devenir des citoyens. Mais ça, ce sont des cas un peu particuliers. Et c'est un peu la petite subtilité de Oath, c'est qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Parce qu'en fait, le chancelier, lui, son but va dépendre d'une petite huile qui est ceci, et qui va changer au fur et à mesure de vos parties, et qui peut changer en fonction de votre mise en place. C'est les différents serments, en fait. Et la partie du haut concerne le chancelier, qui lui en fait prête serment, et ce serment-là, en fait, ça lui indique comment gagner. Donc contrôler le plus de lieux. À la fin de la partie, vous verrez, il y a un décompte. Alors je vais vous montrer ça aussi sur le tapis de jeu et pas sur le plateau de jeu, ça c'est très cool. Vous avez ici une indication pour gagner la partie, donc c'est toujours ça le chancelier qui va en prendre connaissance. Et en dessous, on a une condition qui se réalise lorsque il y a je vais y arriver, un citoyen. Si jamais le chancelier remporte cette partie-là, mais que le citoyen remporte aussi cette phase-là, c'est le citoyen qui va gagner, et pas le chancelier. Et en fonction, du coup, ça peut changer la fin de la partie. Vous avez du super matos, toujours ces petits pions-là qui sont toujours très plaisants. Beaucoup de cartes que je n'ai pas encore déballées, mais je vais quand même vous en montrer quelques-unes. Hop, que vous avez comme ceci, voilà. Vous avez ça. Donc plein de petites cartes très sympas, avec ces illustrations toujours très cool. Et je vais vous montrer un petit peu le plateau. Alors, le plateau. Hop, vous avez ceci. Voilà. Tac. Donc ça, c'est un petit plateau. Et du coup, hop, je vous montre. Tac, j'espère qu'on peut le voir. Donc c'est un grand tapis sur lequel on va avoir des lieux, sur lequel il va y avoir différentes cartes qui vont se placer. Je vais essayer de rentrer le plus possible dans les détails, mais ça va être un peu compliqué. L'idée étant que à chaque tour, les joueurs vont pouvoir, un peu comme dans Route, réaliser différentes actions. Les actions vont vous coûter essentiellement des faveurs qui sont des petites pièces, ou alors des secrets qui sont des petits livres. Et en général, c'est un peu du troc que vous faites durant la partie. Vous allez troquer les secrets pour des faveurs et des faveurs pour des secrets. Là où vous allez placer les secrets et les faveurs sont associés à des cartes qui ont un petit symbole qu'on voit en bas du tapis, qui ressemble à ces symboles-ci, je ne sais pas si on les voit. Et en fait, toute faveur que vous allez poser sur une carte qui possède ce symbole-là, à la fin de votre tour, ça va arriver ici comme une sorte de banque. Et donc quand vous gagnez des faveurs de cette carte-là, vous les prenez ici. Le truc, c'est que, comme ça va beaucoup fluctuer, il y a des fois où vous n'aurez rien. Et du coup, ça ne sert à rien de jouer sur ces familles-là si elles n'ont pas de faveur à vous donner. Il y aura évidemment des règles de conquête, il y aura évidemment des cartes que vous allez pouvoir piocher, dans lesquelles il y aura des cartes de vision qui vous octroient d'autres manières de gagner la partie, un peu comme dans Route avec les cartes de conquête que vous allez pouvoir faire. Bref, c'est un jeu qui est extrêmement riche, que j'aurais vraiment aimé vous rentrer tout en détail, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a plein de choses qui vont en fait narrer votre jeu dans Oath. Les petits dés sont super cool. Plein de cartes en fait qui vont aller un petit peu à l'encontre des règles. Et c'est ça en fait qui parfois peut être un peu bloquant pour des joueurs qui ne sont pas avertis en termes de jeu de société. Parce que le jeu va pas trop vous guider en termes de règles. Les règles vont vous dire voilà, le jeu il fonctionne clairement comme ça. Mais il y a un champ des possibles qui va grandir au fur et à mesure de vos parties et au fur et à mesure des cartes que vous allez rencontrer. Voilà, j'espère que je vous ai un peu donné envie sur Oath. Ouais, on joue quand du coup? T'es en vacances la semaine prochaine, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à fond parce que exactement. Tu seras dans le coin et on va pouvoir jouer et tout, ça va être trop bien. La semaine prochaine, je joue à Shogun no Katana et avec moi. À Oath. C'est ça? Malheureusement, je ne jouerai pas avec toi. Tu t'en vas en Bretagne. Exactement. C'est pas sympa. Non, c'est pas sympa. Tu vas conquérir la France parce que Braise Milk. Ouais. Je sais plus. Voilà, c'était une tentative de placement d'historique. Et on passe à l'actu JDR. Actu JDR, à part que cette semaine j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai pas grand chose à vous montrer parce qu'il n'y a pas eu spécialement de nouveautés. Alors si, je le dis quand même, il y a le retour du JDR Cats, la mascarade, ça c'était très attendu donc je suis bien content. Je peux pas vous le montrer là parce que le carton s'est perdu, mais enfin si vous passez à la boutique là dans les temps qui arrivent, on devrait l'avoir. Donc Cats, le JDR est de retour. Et sinon on a un invité cette semaine et en fait plutôt que
blablater plus, eh bien je vais te laisser te présenter toi-même. Allons-y. Bonjour à tous, moi c'est Maxime, alias l'Enrolleur. Je suis maître du jeu sur une campagne Donjons et Dragons sur YouTube en Actual Play. Actual Play, ça veut dire qu'on se filme en train de jouer et qu'ensuite on rediffuse cette campagne pour la faire vivre à des spectateurs, comme vous peut-être. On a lancé cette chaîne YouTube avec des amis il y a quelques mois, ça marche plutôt bien et on a une qualité assez folle, autant avec les joueurs autour de la table qui sont exceptionnels qu'en réalisation et on a un décor hyper cool aussi, donc je vous laisse aller regarder ça. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on approche les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube et également sur la page Instagram de l'Enrolleur. Donc j'ai contacté Jeux des cartes Bordeaux pour voir si on pouvait faire un petit partenariat pour vous faire gagner quelque chose à vous. Ce quelque chose, Antoine le présente. Tales from the Loop, la boîte d'initiation par Arkham Asylum et Free League, enfin Free League, ça dépend dans quel nom vous voulez le prononcer. Je suis bien content d'offrir ceci parce que je trouve que Tales from the Loop c'est un super jeu de rôle. Je récapitule rapidement, c'est un jeu de rôle qui se passe dans les années 80, mais des années 80 futuristes, donc avec des robots, des voitures volantes, c'est un peu comme on imaginait les années 80 dans les années 60. Et on va y jouer des enfants, façon un petit peu Goonies, et on va enquêter sur des phénomènes paranormaux. Et vous allez pouvoir en bénéficier. Hop là, je te laisse terminer. Du coup, que vous soyez des rôlistes aguerris, débutants, ou même si vous connaissez rien et que vous êtes hyper curieux de découvrir ça, je vous laisse aller sur la chaîne YouTube de l'Enrolleur pour découvrir l'Actual Play. Et si vous êtes intéressé pour gagner ce petit cadeau, abonnez-vous à la page Insta de l'Enrolleur et vous aurez toutes les infos quand le concours sera lancé. C'est une super idée. Moi, je suis très content en tout cas de participer à ça parce que j'ai commencé à suivre l'Actual Play forcément et je confirme, c'est de super qualité. Les décors sont ouf, les joueurs sont ouf, la campagne donne envie. Voilà, ça va être mon futur Actual Play de longue haleine. Et en plus, t'arrives avec un peu de retard. J'arrive un petit peu de retard, donc j'ai pas mal d'épisodes à regarder. Comme on disait un peu en off, c'est des épisodes courts, une demi-heure, 45 minutes. Exactement. Ça vous permet de les regarder en mangeant, ça permet de les becter à droite à gauche ou de faire du binge watching si vous le décidez. Ça nous paraît normal de filer un coup de main à des petites chaînes YouTube qui décollent et à la vitesse à laquelle ils décollent, je pense qu'ils vont bientôt nous dépasser. Donc peut-être après c'est vous qui nous filerez un coup de main. On espère. Tout ça c'est très réfléchi. On rendra l'appareil. Voilà. Donc merci à toi. Merci beaucoup à à la vous. boutique. J'espère que vous allez pouvoir gagner ceci et on passe à la suite de la vidéo. Ciao. Recoucou, vous ne l'avez pas vu au montage, mais il s'est passé un petit peu de temps entre le passage de l'Enrolleur et ce moment même, et donc on a eu le temps de se vêtir un petit peu, parce que l'air de rien, le soir, il fait un petit peu froid à la boutique, et on n'est pas habillé n'importe comment, puisque nous sommes habillés en scorpion masqué. Et ils sont vraiment trop adorables les scorpions masqués parce qu'ils nous ont envoyé pour toute l'équipe un sweat chacun. Et aujourd'hui on était tous en scorpion masqué à la boutique. Oui. Voilà, c'est trop bien, je suis trop content, enfin, on est vraiment trop content. Merci scorpion masqué, vous êtes adorables. Voilà, on se devait de vous le dire dans cette vidéo, merci à vous. Je reviens sur l'Enrolleur. Franchement allez jeter un coup d'œil à cette chaîne, que ce soit sur Twitch, YouTube. C'est vraiment très très pro, j'avais pas vu quelque chose d'aussi quali depuis longtemps. Et bref, de toute façon on vient de vous en parler. On va enchaîner avec les jeux. Vous le savez, j'adore les petits jeux de cartes de duel, de combo. Alex aussi, et oui. On a joué tous les deux aux deux jeux que vous allez voir. On va commencer avec celui-ci, Tomorrow, un jeu de Feng Yi et Alice Villiers, donc pour deux personnes, des parties de 10 minutes à 20, 25 minutes, ça dépend un petit peu de ce qui va se passer dans cette partie, même si je suis même persuadé que une fois que les deux joueurs sont rodés, le temps de jeu va être relativement fixe sur un quart d'heure. De quoi ça parle? Parce qu'il y a une petite thématique bien sympa qui porte bien le jeu. Il va y avoir un joueur qui va jouer je trouve pas le nom. Oui, l'Empire en fait. Ah, la révolte et le tyran. Oui, le tyran vite fait. Le gouvernement totalitaire. C'est ça, exactement. Tout de suite, le gouvernement il est totalitaire. Ils ont lancé un mini débat, j'y crois quoi. Le gouvernement totalitaire. Et l'autre joueur va jouer les rebelles, la rébellion, la révolution, comme vous voulez. C'est un jeu asymétrique, donc on va jouer quand même avec les mêmes règles, oui. Pas les mêmes cartes, puisqu'on a chacun notre paquet de cartes comme ceci, oui. Mais surtout on va pas gagner de la même manière. Donc on va avoir d'un côté ici la révolution, c'est les petits, c'est des Dragon Skull, si je dis pas de bêtises. Dragonfly. Dragonfly. Tout à fait. Je dis n'importe quoi, comme d'habitude, comme d'habitude. Hop là. Il y a 10 cartes dans chacun des decks. Oui. C'est ultra minimaliste. Et donc on va avoir ici le NCJ, donc le gouvernement totalitaire. Tout à fait. On a 10 cartes chacun, c'est ultra minimaliste. On va avoir une main de départ, on va avoir notre pioche, et une fois qu'on a tout pioché, on prend notre défausse, et puis ça redevient notre pioche. Et en gros, c'est hyper simple, à votre tour, vous avez droit à 2 actions. Ces actions, ça peut être hop là, admettons, j'ai ces cartes en main comme ceci. Payer le coût indiqué ici, donc on va avoir tout un tas de petits tokens comme ceci dans la boîte. Donc là, ça coûte 4 crédits, c'est toujours des crédits, c'est la monnaie du jeu.
pour jouer cette carte, on va faire son effet immédiatement, puis ensuite bah, celle-ci elle sera défaussée. Ou alors je peux la virer pour gagner 4 crédits. Et donc je la défausse, je gagne 4 crédits. Évidemment, bah, il va falloir peser. Est-ce que vous jouez vos cartes? Est-ce que vous les jetez pour l'argent? Et en même temps, si vous les jetez, bah, pendant un certain temps, vous n'allez pas pouvoir les récupérer. Comme il y a peu de cartes, elles ont toutes leur utilité. Donc c'est un jeu qui est plein de dilemmes constants. Autre action possible, ça va être de piocher tout simplement, ou d'activer une carte qui est déjà en jeu, parce qu'il y a des cartes qui vont rester en jeu. Notamment du côté de la Révolution, du côté des Dragonflies, on va avoir les leaders. Et en fait, hop là, ce sont ces 3 personnages qui sont en jeu, qui vont principalement générer, hop là, ces petits jetons comme ceci. Et en tant que rébellion, en tant que révolution, si j'en ai 15, je gagne la partie immédiatement. En face, nous avons le gouvernement totalitaire. Son but, c'est de capturer les 3 leaders. Et c'est comme ça que ce joueur-là va gagner. Il a plusieurs moyens de me les capturer, soit bah, en jeu, ça reste le moyen le plus évident, parce qu'on sait où ils sont là, il y a des cartes qui le permettent. Ça peut être directement dans ma main, et ça peut être aussi dans ma défausse. Donc en fait, ils sont à l'abri nulle part. L'intérêt du joueur qui va jouer le gouvernement totalitaire, ça va être de repérer où sont ces leaders. Alors au début c'est un peu au pif, mais très rapidement on sait où ils se situent plus ou moins précisément, et donc les capturer, sachant qu'il y a une ou 2 cartes, je sais plus, je dirais une, alors, du côté de la révolte qui permet de les libérer. Au début, on joue un peu au pif. C'est typiquement le genre de jeu du fait qu'il est minimaliste, où vous allez apprendre à connaître les cartes par cœur et vous dire ok, il ou elle a joué ça, ça veut dire que dans sa main il y a probablement ça, ça veut dire que si je fais telle carte, il va pouvoir me contrer, donc d'abord je vais attendre qu'elle se débarrasse de la carte pour les jetons, ou je vais le faire jouer pour quelque chose de moins important, pour ensuite pouvoir jouer cette carte au bon moment, et on va rentrer comme ça dans une espèce de mind game, on va essayer de deviner ce que va faire l'autre, parce que je le dis une fois de plus, c'est minimaliste, donc il y a peu de choses à connaître, et plus vous allez jouer, plus ça va s'équilibrer. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que normalement on a des petits sachets, alors on les a pas reçus, mais enfin, à partir du moment où vous passerez à la boutique d'ici vendredi, samedi, on les aura. Des petites cartes promo qui vous permettent de faire un peu de deck building. Alors léger à nouveau, parce que je crois que dans le sachet de cartes promo, il y en a 5 ou 6, mais enfin, ça fait toujours plaisir de pouvoir un petit peu personnaliser son deck. C'est une sacrée bonne surprise. En tout cas, moi j'aime bien les petits jeux minimalistes comme ça. La thématique est originale. On va passer de l'autre côté. Thématique assez fun aussi. Alors, juste avant, je vais te couper, car la batterie arrive à son terme. Je vais la changer juste avant. Batterie OK. Batterie OK. Batterie OK, on reprend. Désolé, une grosse vidéo comme ça demande pas mal d'organisation, l'air de rien. Il y aura le montage après, puis avant il y a les batteries, checker les micros, tout ça, tout un tas de choses. En plus de ça, il est tard parce qu'on a joué à Here to Slay, on vous l'a dit tout à l'heure, c'était trop bien. Et avec l'enroller et son équipe, on a joué à Death Not a Hat, c'était aussi très cool. Bref, on a également joué cette semaine avec Alex à Radlands, un jeu de Daniel Pietchnik, un jeu Lucky Duck Games. C'est un jeu où il y a eu un gros Kickstarter, enfin je sais pas si c'est Kickstarter, mais en tout cas il y a eu un gros crowdfunding et enfin il arrive en boutique dans une version un peu plus light et c'est pas bien grave parce que franchement cette version light elle propose énormément de choses, la rejouabilité, waouh. De quoi ça parle? J'allais dire des riders, ouais je vais dire ça parce que je suis un joueur de Borderlands, donc on est dans un univers post-apocalyptique très Mad Max, très Borderlands pour ceux qui connaissent la série de jeux vidéo, mais enfin en tout cas, on est en tout cas dans ce genre d'univers, avec des gros moteurs, avec des gros flingues, avec des punks qui se tapent dessus pour de l'eau. En gros, hein, c'est à peu près ça, en tout cas pour l'univers. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est un jeu de duel. On va chacun avoir nos 3 lieux. Donc moi j'ai ici le canon électromagnétique, le garage et le dépôt de provisions. Il faudra les défendre, il faudra bien sûr détruire les 3 lieux de son adversaire. Temps de jeu un peu chewing-gum élastique parce que pareil ça peut aller de un quart d'heure à une demi-heure, peut-être même 35 minutes. Je sais pas ce qu'ils disent exactement sur la boîte. Ils disent ça, je crois. Ils disent 20-40, ouais, c'est à peu près ça. C'est ça, hein. Ça va dépendre de tout un tas de choses parce que ça combotte un peu dans tous les sens. Ça va dépendre un petit peu aussi des lieux. Donc je l'ai dit, on a 3 lieux chacun. Ces lieux vont être différents, c'est-à-dire que moi j'ai ces 3 là, mon adversaire en aura 3 autres différents. Et il y a donc 6 lieux à chaque partie, et ces lieux, on va les choisir parmi une sélection de 34 lieux. 34, c'est juste monstrueux avec tous leur look et leurs pouvoirs différents. Ces lieux sont plus ou moins intéressants, plus ou moins puissants, et l'équilibrage va se faire par le nombre de cartes de départ qu'ils vous donnent. Donc, vous voyez, par exemple, ces 2 lieux sont jugé assez puissant par le jeu, il me donne 0 carte de départ, j'ai que celui-là qui me donne 2 cartes de départ. Ça va créer un petit équilibrage, et l'air de rien, le fait d'avoir un peu plus de cartes que son adversaire en début de game, ça va un petit peu changer la donne. On va également avoir des cartes ici de personnages, et on va avoir des cartes d'événements
qui vont motoriser le jeu. Comment est-ce qu'on va faire tout ça? C'est très simple. Hop là, je mets de la petite aide de jeu. Au début de mon tour, on me dit résolvez votre événement situé dans l'emplacement 1 et avancez les autres. Et ici, il faut imaginer qu'on a une ligne avec 1, 2, 3. Ça, c'est mon événement. Je fais celui qui est en position 1, il n'y a rien, donc il se passe rien. Et avancer les autres, super, je fais avancer mes guerrieros. Au prochain début de mon tour, on va activer les guerrieros parce qu'ils seront en position 1, et on voit que ça fait des dégâts sur un camp adverse, donc ça c'est plutôt sympa. Les événements après ils s'en vont, sauf les guerrieros, c'est un petit peu notre carte de départ, donc elle revient tout le temps, et faudra la surveiller, parce que un joueur qui va l'activer souvent peut faire quand même très très mal. Oui. On nous dit quoi ensuite? On nous dit piocher une carte. Super, je pioche une carte, de la pioche ici. Dans cette pioche, on va pouvoir trouver des événements et des personnages. Et refaites votre stock jusqu'à avoir 3 jetons d'eau. Les jetons d'eau, les voici. Hop là, vous en avez 3 par défaut, vous avez des moyens d'en récupérer d'autres. C'est la ressource du jeu. Et ensuite on me dit action. Voilà, je vais pouvoir faire des actions en dépensant de l'eau. Donc ça peut être de jouer des cartes de ma main. Par exemple, ici, j'ai Argoyeski. Donc lui, carrément, il a un nom. Donc c'est un héros, il a l'air plutôt puissant. Il coûte 3. Admettons, je dépense mes 3 d'eau. Tac, tac, tac. Et je vais le jouer dans un emplacement. Là, j'ai déjà mis des personnages, parce qu'il y a un emplacement devant chaque lieu, et encore un autre emplacement, et c'est tout. Et donc par exemple, je peux le mettre ici, ou ici, si je dis pas de bêtises, je vais le mettre ici, hop là. On n'a pas eu le cas de figure, je me suis pas demandé si on pouvait les jouer ici en jeu. Les emplacements sont disponibles, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que désormais, il va défendre le garage. Parce qu'en fait, mon garage, jusqu'ici, il n'était pas défendu. Donc si mon adversaire, à savoir Alex, avait une action infliger des dégâts, mais il aurait pu attaquer directement mon garage. Alors que désormais, il y a ce personnage-là, il faudra d'abord attaquer ce personnage-là. Et si on a un autre devant, il faudra attaquer l'autre encore devant. Première fois, il va subir des dégâts, donc je ne pourrai plus faire son pouvoir. Et deuxième fois, il va être viré. Son pouvoir, il a aussi un coup en eau, donc ça aurait pu être une autre action de mon tour de dépenser de l'eau. Les coups sont variables, les pouvoirs sont divers et variés. Ça peut être ici, par exemple, de soigner un personnage, ça peut être d'attaquer. Enfin, il y a tout un tas de choses, je ne rentre pas dans les détails. Il faudra donc arriver à combiner avec ces 3 maigres eaux par tour, tous vos différents pouvoirs, des lieux, des personnages, pour arriver à détruire les lieux de votre adversaire. Et voilà, en gros, je peux pas vous dire grand chose de plus, parce que, alors c'est pas aussi minimaliste que Tomorrow que je viens de vous montrer juste avant, dans le sens où il y a énormément de cartes, mais waouh, il y en a vraiment plein. Alors je précise qu'en plus des pouvoirs, tu peux aussi défausser une carte de ta main pour réaliser l'effet qui est en haut à gauche. Tout à fait. Hop là, ils appellent ça le gaspillage. Donc si je décide de gaspiller mon réparo-robot, il va faire un dégât. Donc le dégât avec le petit crâne, ça veut dire que je peux uniquement faire des dégâts à un personnage. Exactement. Ici, je peux la gaspiller, la virer alors depuis ma main, comme tu l'as dit, pour réparer. Puis on va vous en montrer un dernier pour la rousse, comme ça vous aurez vu les divers effets. Ah si, je vais vous en montrer un autre après. Ici, ça me dit que je recrute un punk. Recruter un punk, c'est-à-dire vous prenez la carte du dessus et pique, hop là. Alors lui il peut pas attaquer, il a aucun pouvoir, il fait rien, mais il défend. S'il se fait taper une fois, il est viré. C'est un peu la chair à canon, les punks, dans ce jeu-là. Oui. Et dernière action que je vous montre, parce que quand même elle est intéressante, c'est celle-ci, ce petit icône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous faites avancer vos événements. Donc vos événements avancent d'une case à chaque tour, mais vous pouvez un petit peu accélérer tout ça. C'est cool ça. Et si vous mettez la main sur des événements assez puissants, assez intéressants, et que vous voulez déclencher dans le bon timing, parce que toute une question de timing, ça peut faire très très mal. Dans l'ensemble, dans ce jeu, tout est une question de timing. Des fois, attaquer comme un gros bourrin, c'est pas très intéressant, il vaut mieux construire un petit peu son jeu. Et des fois, attaquer comme un gros bourrin, ça paye. Et il faudra vraiment le sentir par rapport au personnage et au bâtiment de votre adversaire et à sa manière de jouer. C'est un coup de cœur quand même, hein, Redlands. Faut le dire. Alors, vraiment, moi, les deux, je viens de vous montrer, Tomorrow, Redlands, c'est 2 coups de cœur. J'ai beaucoup aimé. Bon, alors je vous l'ai dit, les jeux combo de cartes, je suis sensible. Mais enfin, on a une belle cuvée que voici. Je pense que ça va être à toi de montrer un jeu. C'est parti. Hey, je suis là pour vous présenter. Joli. T'es très bien habillé en plus de ça. C'est quoi comme marque? Ouais, c'est cette marque-là. Ça a l'air très cool. Ça s'appelle... Hop. Ok. Non, on vend pas de pull ici, on vend des jeux. Ici, Ortiz qu'on a reçu de chez Ori Games. Un jeu de Mark Tuck. C'est un jeu solo uniquement. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo d'explication de Ori Games. Très très cool. Ça m'a permis justement de vous expliquer ce jeu. Un jeu solo dans lequel en fait vous allez essayer. Alors je vais essayer de vous montrer en posant peut-être ici. Voilà. Sans reflet, c'est magnifique. Voilà, c'est un petit jeu d'optimisation où en fait on va avoir des cartes. Ces cartes-là, au dos de celle-ci, vous avez en fait des champs avec différents types de fruits, des arbres du moins, avec des fruits qui vont pousser dessus. Et vous allez essayer de les superposer, d'agencer tout ça de façon à collecter le plus de fruits
qu'on voit sur les différentes cartes. Quand on superpose toujours des arbres qui sont de fruits identiques. Donc ça devient un petit casse-tête. Quand je superpose par exemple 2 citrons jaunes, je prends un dé jaune et du coup la valeur des citrons ça devient 4 parce que 2 plus 2 ça fait 4. Et à chaque fois que je vais superposer, je vais ajouter au dé qui a indiqué les additions, toujours la valeur supérieure. Alors vous allez me dire, oui mais c'est des dés de 6 donc si je dépasse 6 je fais quoi? Que nenni. Il y a des petits dés spéciaux. Les petits dés spéciaux vous permettront de monter à plus de valeur. Donc plus vous allez superposer d'arbres identiques par rapport à leurs fruits, plus vous allez pouvoir monter la valeur du dé. Et évidemment, il va falloir essayer d'optimiser au mieux votre placement pour avoir le plus de points de victoire, donc collecter le plus de fruits. Vous avez le droit de superposer une seule fois durant la partie un arbre qui ne correspond pas à un arbre que vous avez déjà posé. Et vous avez le droit de superposer des fois un arbre sur une zone vide. Le seul problème, c'est que si vous faites ça, la zone vide sera complétée par un petit jeton d'écureuil tout mignon. Et l'écureuil, en fait, il va vous faire des points de victoire en moins en fonction des dés qui seront autour de lui. Donc il faut essayer de bien agencer tout ça. Je vous ai dit qu'au verso des cartes, vous avez ces cartes avec des arbres. Mais de l'autre côté, il y a des espèces de cartes objectifs en fait qui vont vous complexifier la tâche, vont donner des espèces de pouvoirs, de bonus-malus en fait, et ça vous pouvez jouer avec ou sans, c'est vous qui voyez. Et ce qui est très cool, c'est que du coup, avec une boîte, je peux jouer seul, mais si Antoine achète une boîte et que Alice achète une boîte, on peut jouer parce qu'il y a des règles multijoueurs, mais il faut que chacun ait sa boîte. Voilà, donc très très cool Ortis, une toute petite boîte qui fait plaisir à voir dans la gamme des jeux solo. On va rester toujours dans la thématique des jardins, des fleurs, etc. pour vous parler de Gardeners. Gardeners ici. Gardeners, c'est un jeu de Casper. Comment il s'appelle déjà? Casper. Oh là, je l'ai paumé. Casper Lab, j'avais plus le nom. Casper Lab qu'on a vu tout à l'heure pour Exactement. That's Not a Hat et du coup aussi l'auteur de Magic Maze. Alors là-dessus, je vais te le poser là. On retrouve également un principe de Magic Maze, si ce n'est que je le trouve légèrement plus dynamique, plus facile à prendre en main, avec une difficulté un peu croissante. Dans Gardeners, c'est un jeu en fait dans lequel on va essayer d'agencer un jardin, sauf que chaque joueur, donc c'est un jeu coopératif, mais chaque joueur a des contraintes qui sont imposées par une carte qui sera face cachée devant nous. Donc nous, on connaît notre condition pour que le jardin soit bien foutu selon nos critères, mais tout le monde a un critère. Ce qui est cool, c'est qu'au dos de la carte, il y a une indication sur le type d'objectif. Donc en gros, quand on a distribué les objectifs entre Alice, Antoine et moi, et du coup, moi, j'ai une condition qui m'est propre, mais au dos de la carte, Antoine et Alice savent quel type de condition c'est. Et donc, dans la première phase, en fait, on va retourner le sablier, et durant la première phase, on a chacun une pile de tuiles devant soi, et on va l'agencer notre jardin. On pose les tuiles adjacentes comme on veut, le mieux étant de respecter sa condition, évidemment, au mieux, mais comme on ne connaît pas trop celle des autres, on place nos différentes tuiles et on les agence. Une fois qu'on a agencé, le sablier coule toujours, et on arrive dans une deuxième phase, toujours dans le même jeu, où en fait maintenant les joueurs vont changer des choses. Ils vont essayer de redonner des tuiles en disant non, ça désolé Antoine, tu replaces ça parce que ça ne colle pas avec ma condition. Donc Antoine il le prend, il dit ok, mais du coup je vais le mettre là. Alice va pouvoir reprendre la tuile et dire non, tu peux pas non plus parce que ça bloque une de mes conditions. Et en fait à chaque fois on se passe des tuiles en disant ok, toi tu as remis ça là, mais moi ça bloque ma condition maintenant, donc je vais changer, etc. L'idée étant en fait à la fin du sablier, évidemment d'avoir rempli tous les objectifs. Ce qui est cool, c'est qu'au dos des tuiles, en fait, vous avez des tuiles A, B et C. Et en fait, ça c'est après des modules, c'est-à-dire qu'après vous allez pouvoir jouer avec que les tuiles A, que les tuiles B, que les tuiles C. Et au fur et à mesure, ça va intégrer des nouveaux modes de jeu. Ça va vous permettre d'avoir des objectifs un peu plus complexes, un peu plus accessibles. Donc c'est un jeu en fait un peu casse-tête, coopératif. Pas trop dans le... Alors, il y a ce côté Magic Maze par rapport au sablier qui va un peu vous oppresser, mais il n'y aura pas de manière de le retourner comme dans Magic Maze. Mais on garde ce principe de casse-tête avec différents éléments. Par exemple, on pourrait avoir un objectif qui nous dit il faut que toutes les tuiles vertes soient adjacentes entre elles. Et dans ce cas-là, moi, à chaque fois, il faut que je le fasse comprendre indirectement. Quand je replace des tuiles vertes adjacentes entre elles, les autres joueurs se disent ok, lui, il a l'air de vouloir faire un petit carré vert, donc c'est que sa condition doit être liée à la couleur et donc notamment au vert. Mais Antoine pourra avoir une condition qui dit que les palmiers rouges doivent être pas adjacents entre eux, ils doivent être complètement séparés. Donc à chaque fois qu'on va rajouter des éléments, il faut essayer de prendre en compte les conditions de chacun. Donc un casse-tête coopératif, c'est en simultané, c'est 15 minutes, 20 minutes la partie, avec plein de petits modules pour un peu modifier les règles et l'adapter à votre convenance en fonction des styles de joueurs. Il me semble que tu avais quelque chose à dire. Qui suis-je? Intervention puzzle. Je suis le scorpion masqué. Alors. Impressionnant. Impressionnant. Ah, je prends ton micro, ouais. Et je suis là pour une petite intervention spéciale
puzzles, parce que nous avons reçu notre méga commande de post-Noël. Il était temps parce que vous nous avez dévalisé pour Noël, comme chaque Noël, c'est connu. Et bien voilà, donc déjà on a des petites soldes de ce qui a un peu moins plu à Noël. Voilà, si vous voulez vous trouver des petits tanks, des poissons ou un petit ours, comment dire, érudit, c'est par ici. Mais là-haut, nous avons nos nouveautés. Alors on en a plein, on a même refait du stock sur les 2000 pièces qui partent assez bien. Donc on a du Van Gogh, on a du Japonisant qui part aussi très bien. Voilà, ça c'est les 2000 pièces. On en a ici, on a même du Kiss, vous voyez. On a refait toute la gamme là-haut des pointus, là, chapeau pointu triangle. On a renfloué le petit stock des classiques avec des peintures de peintres, de peintres connus. Et on a aussi, ça c'est une petite nouveauté, tu t'es chauffé là-dessus quand même Antoine, hein, oh, c'est stylé quand même. Puzzle 3D, hein, avec le Poudlard Express. Et là, c'est 2 ailes du château, c'est ça? Exactement, Ouais. et si vous avez les 2 boîtes, ça fait le château de Poudlard, un entier. Magnifique. Est-ce que tu peux me faire un petit balayage de tout ce qu'il y a là-haut? Parce que tout ça, c'est Fanny qui a refait tout le mur de puzzles avec que des nouveautés. Voilà, c'était un peu tout. Ah si, on a quand même refait du formique. Voilà, des petites fourmis. Donc, grand modèle à 300 et quelques pièces, non 500, 1080. Et ça, petit format à, je vais y arriver, 540 pièces. Voilà, c'était le tour des puzzles. Les scorpions masqués s'en va. J'ai pris mon arme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un alien dans le Nostromo. Et on va aller le brûler, cet alien. Vous êtes incroyable ce soir, j'adore ça. Ouais, c'est fou. ça se passe là, du coup, Antoine. Alien, le destin de Nostromo, enfin. Il avait été annoncé l'année dernière, en fin d'année, et plein de gens qui étaient en mode « Waouh, enfin un jeu sur Alien !» Et c'est toujours, je crois, la même boîte chez Ravensburger qui avait fait ce jeu aussi sur Jurassic Park, ou Jurassic World d'ailleurs. Et il y avait les Dents de la Mer aussi qui avaient fait ça. Mais ah oui, ok. Voilà, je crois pas que c'était la même équipe, mais en tout cas, c'est toujours Ravensburger qui produit ce genre de jeu et sans pied avec une grande licence dessus. Et là, on retrouve évidemment le thème Alien. Donc, pour les fans de Star Wars, évidemment, ce jeu est fait pour vous. Évidemment, du coup, on va retrouver un plateau ici qui retrace l'ensemble du Nostromo, hein, le vaisseau perdu. On va avoir ici les différents personnages de la série, et on est sur un jeu en fait de réalisation d'objectifs. Les objectifs en fait vont être déterminés en début de partie. Alors au début forcément dans les premières parties on vous conseille de faire tel objectif parce que ce sera beaucoup plus simple, puis au fur et à mesure vous allez forcément modifier votre difficulté en fonction des objectifs que vous serez fixés. Vous allez pouvoir jouer essentiellement les humains, on ne va pas pouvoir jouer l'androïde. Vous allez tout simplement, à votre tour de jeu, pouvoir vous déplacer, faire vos différentes actions. Notamment, c'est souvent d'aller chercher des ressources à tel endroit, puis de les déposer à tel autre, réactiver le secteur qui était en panne, aller dans les tuyaux de canalisation pour rechercher un objet, etc. C'est vraiment plein de petites missions à réaliser pour au final pouvoir réaliser la dernière mission. Donc c'est une succession en enchaînement comme ça de missions que vous réalisez pour réaliser la dernière et même mission. Et vous jouez ensemble, c'est coopératif, il n'y a pas de joueur qui joue l'alien. L'alien, il est généré par le jeu, par des cartes, il va se déplacer, il va attaquer les gens, il va foutre le bazar comme d'habitude, voilà. Et donc du coup, ça fait très plaisir d'avoir ce jeu à licence parce que à chaque fois, sur Ravensburger, on pourrait se dire, tiens, c'est encore un jeu à licence comme on pourrait avoir un Monopoly Trône de Fer, un Monopoly Star Wars. Mais en fait, pas du tout. Les jeux sont toujours très très bien travaillés. Notamment, j'avais été surpris pour le Jurassic World. Et les Dents de la Mer, il était juste incroyable avec ce plateau qui se retourne en plein milieu de la partie. Parce qu'au début, vous jouiez les gars qui surveillent la plage. Et si le requin becquetait tout le monde, vous passez dans la scène avec le bateau. Et là, du coup, ça devenait un autre jeu. Et là, je trouve ça très cool à chaque fois parce qu'ils ne font pas juste prendre un jeu mécaniquement et coller une thématique. Ils travaillent la mécanique à partir de la thématique. Et du coup, quand on est fan d'Alien... Oh là là, quel film, je l'ai revu au cinéma il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est bon de voir ça au cinéma. C'est très très cool. Je pense que c'est, j'allais dire le meilleur, non, c'est l'un des meilleurs films de science-fiction horreur, même si j'aime énormément Horizon, je l'ai perdu. Event Horizon. Si vous n'avez jamais vu Event Horizon et si vous avez envie d'avoir froid dans le dos, il faut le voir, ce film, parce que je le trouve juste incroyable. Voilà, c'était la petite séquence film d'horreur. Mais très bien, c'est quand tu veux pas The Thing aussi. Bon, bref. Oui, c'est vrai, The Thing. Non, maintenant on va enchaîner derrière le comptoir. Ça marche. Et on se retrouve derrière le comptoir après cette trop longue vidéo. On a pu suivre pas mal de nouveautés. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de choses très sympas, cette petite vidéo, pour vous parler d'une nouveauté
Zombicide Gear Up. Qu'est-ce que Zombicide Gear Up? Si vous connaissez l'univers de Zombicide, c'est très bien, mais ça va pas forcément vous aider à comprendre le jeu, puisqu'ici en fait on est sur une version roll and write du jeu. Donc ça reste un jeu coopératif. Chacun des joueurs va essayer de dégommer du zombie qui sera représenté sous forme de carte. Chaque joueur a ce petit plateau personnel qui va lui indiquer les armes qu'il a. Il va pouvoir les améliorer, évidemment, mais surtout, vous allez voir, c'est indiqué, les armes vous permettent de gribouiller des petites zones bien précises sur les différents zombies qui vont vous attaquer. L'idée c'est quoi? C'est de tenir suffisamment longtemps jusqu'à l'arrivée de l'abomination. Une fois que l'abomination arrive, eh ben, il faut essayer de la dégommer pour gagner la partie. Donc c'est assez bien fichu parce qu'en termes d'iconographie, on s'y retrouve assez bien. On a les armes ici en haut du plateau. Ici on a nos points de vie, on va pouvoir gagner de différents points comme de l'armure, mais quand les zombies vont avancer, au fur et à mesure ils vont descendre en forme de colonne, et bah du coup si jamais ils doivent descendre, en fait ils vous mordent et du coup vous perdez des points de vie. Attention à ne pas mourir, bien évidemment. Voilà pour cette première nouveauté derrière le comptoir de Zombicide de Gear Up. Et on enchaîne, on a d'autres choses qui est arrivé. Alors content et moyen content, voilà. Là, je me plante directement parce que bon. Je me joins à toi. Si vous avez regardé ma vidéo. De toute façon, on est la team râleur dans ce jeu. Oui, bien sûr. Si vous avez peut-être regardé ma vidéo de coup de cœur de décembre, enfin de novembre même, 2022, dedans, j'avais parlé du Trône de Fer jeu de figurines, qui est pour moi un excellent jeu de figurines pour s'initier et pour même des avertis. Et bien là, ce sont des nouvelles boîtes, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la meilleure maison. Voilà, il n'y a pas les Lannister. Bon, il n'y a pas les Stark, mais bon. Voilà. On n'en parlera pas. Mais par contre, on a les héros 3 Targaryen. Voilà, une super armée d'ailleurs, hein, si vous voulez jouer des dragons parce que vous trouvez que les chevaux c'est pas suffisant. Voilà, vous avez des nouveaux héros, plutôt cool. Pareil chez les Baratheons, on a 2 boîtes de héros, alors ils sont vraiment gavés, tranquilles. Ils ont les héros 3 et les héros 4. Alors, je pourrais vous montrer, hop, vite fait, voilà, à quoi ressemblent les figurines de Trône de Fer. C'est vraiment un très très bon jeu, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus, c'est très très cool. C'est constamment mis à jour, mais c'est sympa, parce qu'il y a une communauté très florissante. Et enfin, pour les peuples libres, nous avons Varamir. Voilà, parce qu'ils n'étaient pas assez forts, le peuple libre. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'humains dans une armée? Eh ben non, on va mettre des ours, on va mettre des aigles, on va mettre des loups, bah oui. Et nous on est là avec des pauvres lances. Shadowcat. Ok. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés du Trône de Fer. Et c'est pas fini parce que prochainement il y aura aussi des martels qui arrivent. Voilà. Ça fait bien plaisir, c'est une maison qu'on aime bien. Oh, je suis content. Les Pokémon préférés que je connais très bien. Je vais pas regarder les noms. Comme tu mens bien. Ok, vas-y. Alors celui-là, le vert, comment il s'appelle? Poussacha. Ouais, bien joué. Poussacha? Bah oui. Ah, ok, d'accord. Ouais, j'ai pensé à genre Pousse Sacha. Parce que Sacha, c'est une Poussacha. Bref, c'était un mémotechnique. Bref. Alors, je t'aide, c'est un crocodile. Ah, Chochodile. Bien joué. Chochodile. Bon, on les a déjà vus quand ils sont arrivés, mais. Oui. Et enfin, mon préféré, le canard Elvis. Oui. Ça a un rapport avec le fait d'avoir quelque chose sur sa tête. C'est un petit canard. J'allais dire fronton, je sais pas pourquoi. C'était pas loin. Coiffeton. Yes. Ok, on est bon. Merci Alice. Voilà, les 3 nouveaux coffrets de Pokémon qui sont limités. Hein. Dedans des cartes et il y a toujours... le petit pins, si je dis pas de bêtises. Il y a le petit pins. Alors ça vaut pas un pins Monsieur Glaquette, mais c'est pas mal. Peut-être avoir. Non, c'est vrai que le Monsieur Glaquette il est très cool. Peut-être prendre un petit pins de fronton, de. Quoi. Non, mais je pense qu'on aurait dû manger un peu plus avant cette vidéo parce que entre toi qui fais ça et moi qui vois de la nourriture dans Shogun no Katana. De coiffe-t-on. Qu'est-ce qu'on a aussi? On n'a pas que des nouveautés, on a aussi des retours en stock. Vous avez le retour en stock de Modi Modi, qu'on aurait bien aimé aussi voir nommé à l'As d'Or, parce que moi je l'ai trouvé très très cool. Il aurait eu sa place, effectivement. Voilà, mais j'ai trouvé très très sympa, Modi Modi. Mais je m'attendais à ce qu'il soit nommé, je me suis dit, ah, il y a sûrement Modi Modi qui va sortir. Donc il est revenu, vous pouvez vous précipiter dessus, ainsi que la grosse boîte métal de Sushigo Party pour jouer à nombreux, pour faire ses propres menus. Ça c'est vraiment très très cool. C'est vrai qu'en général on préfère la petite boîte, mais la grosse boîte elle est franchement... en termes de rejouabilité c'est gros. Là c'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté en avant-première que je vais vous présenter. Hop. Et oui, qu'est-ce que ceci? Oh là 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 là. Oh, je ne l'ai pas vu venir honnêtement. C'est une 4e extension pour Seven Wonders, donc la réédition. Vous avez la réédition de Seven Wonders, l'extension Leaders, l'extension Cities, l'extension Armada. Et il y en a plein qui se demandaient, mais avant il y avait une extension qui s'appelait Babel, on construisait la tour de Babel, elle est où? Bah, quelque part elle est là en fait. Là ils ont gardé la mécanique de Babel qui était les grands projets. Vous aurez, alors je vous montre un petit peu parce que bon, j'ai l'avantage d'avoir une petite boîte. Oui. On va quand même montrer. Donc déjà on a 2 nouvelles merveilles, bon, ça fait plaisir. On a Ur, que je ne connais absolument pas. Hop. Et vous avez
Carthage. Ok, Carthage, ça va. Très C'est simple. vrai qu'on est 3 billes en histoire quand même. Oui. Ici, en fait, maintenant, on a les grands projets. Donc, vous voyez, hop, on a une carte de projet pour l'âge 1, pour l'âge 2, pour l'âge 3. On va avoir des petites maisons. Alors, elles sont où ces petites maisons? Je les décale. Hop. Voilà. Ça, c'est pour l'âge 1. Ça, c'est pour l'âge 2. Ça, c'est pour l'âge 3. Et en fait, on va en placer autant qu'il y a de joueurs autour de la table, -1 sur les cartes de projet. Et en fait, à votre tour de jeu, vous allez pouvoir participer à ces projets-là. Et dans ce cas-là, quand vous participez au projet, en payant le coût évidemment, vous allez pouvoir récupérer un petit truc qui est dessus. Si tout a été récupéré, tous les joueurs qui ont participé au projet à la fin de l'âge, ils gagnent la récompense. En revanche, si vous n'avez pas participé, vous perdez ce petit bonus-là, malheureusement. Enfin, vous perdez du coup cette carte-là. Et à chaque fois, les gains changent en fonction des projets, et le coût évidemment change et grimpe de plus en plus. Voilà pour cette petite mécanique. Globalement, je ne vous ai pas raconté tous les effets que ça rapporte, mais c'est très sympa qu'ils aient sorti cette extension parce que, en plus, il y a plein de projets. Et moi, c'était justement dans l'extension de Babel, c'était une partie que j'aimais beaucoup, le grand projet, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un truc qui intéressait tout le monde, on se disait, ok, est-ce que j'y participe vraiment? Est-ce que je l'empêche pas de participer en participant? C'était plein de petits dilemmes, mais sans pour autant, un peu comme Leaders, rajouter une masse d'informations. C'était vraiment un petit truc sympa, un petit truc en plus, que je trouve très très cool. Et donc forcément, cette petite boîte-là qui arrive, alors 10 février, si je dis pas de bêtises, Ok. on va dire mi-février. Si vous voulez absolument ceci, sachez que les 12 premières boîtes que je vais avoir sont accompagnées de cartes promo. Et donc les 12 premiers acheteurs de cette petite extension recevront des cartes promo. Parce que c'est Obinex qui propose ça, qui travaille en partenariat avec Asmodée. Et donc du coup, les 12 premières boîtes de Seven Wonders Edifice seront accompagnées de petites cartes promo. Donc n'hésitez pas, on peut commencer à faire des précommandes, il n'y a pas de problème. Mais c'est uniquement réservé sur les 12 premières boîtes. Top de top. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Je finis sur une grosse nouvelle. Pas une fin de vidéo, ma foi, très chaleureuse. Sachez que nous avons perdu Serge Lager, un grand auteur de jeux de société. Il est décédé cette semaine, en fait. Donc fin janvier, là, sauf qu'on est fin janvier, donc il est décédé le 24 ou le 23 janvier, j'ai pas les détails. Sachez que c'était un auteur qui avait beaucoup travaillé avec Bruno Feduti, Bruno Catala. Vous l'avez peut-être connu parce qu'il a fait beaucoup de jeux. Oh oui. Il a fait des jeux comme Mystère de l'Abbaye. Il a fait des jeux comme Castel, qui était d'ailleurs édité par Jeux des cartes Bordeaux. Jeux des cartes. Jeux des cartes, pardon, pas Jeux des cartes Bordeaux. Jeux des cartes tout court, quand il y avait des éditions Jeux des cartes. Il avait fait aussi avec Bruno Feduti les Chevaliers de la Table Ronde. Il avait fait Mare Nostrum. Oui, voilà, c'est ça. Mare Nostrum. Il avait fait du ballet aussi. Qui avait été Asdor aussi. Hein. Qui avait été Asdor aussi. Il a fait, donc, comme tu disais, Mare Nostrum. Et le dernier jeu en date qu'on connaît de lui, c'est Nidavellir. Et avec ses différentes extensions. Donc voilà, on voulait juste dire un petit mot voilà, pour sa disparition. C'est très triste. Personne qui a quand même aidé, qui a mis quelques petites briques sur cet édifice qu'est le monde du jeu de société, et surtout le jeu de société moderne français. Voilà, donc on ne pouvait pas finir cette vidéo sans en parler un petit peu, parce que c'est vraiment la grosse nouvelle du mois de janvier, si ce n'est évidemment les nominations à l'Asdor. Donc c'est à la fois incroyable que cette personne parte au moment des nommés d'Asdor. Là, une fois, une très belle nouvelle, une très triste nouvelle. Mais voilà, on est vraiment triste pour toute sa famille, toutes nos condoléances évidemment. Mais on se réjouit de pouvoir toujours jouer aux différents jeux qu'il a pu créer, et ça fait du bien d'avoir des auteurs comme lui qui ont pu installer des jeux de société comme ça et qui a pu partager sa passion avec plein de gens. Voilà, sur cette petite note un peu triste, je vous dis à très bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.